Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat, la séance. Et à la une de l'actualité cet après-midi, la première lecture du projet de loi sur la géolocalisation. Un texte qui doit combler un vide juridique en précisant les conditions dans lesquelles les opérations de géolocalisation peuvent être déclenchées par la police ou la justice. Pour en parler, on retrouve Saveria Rojek en direct de l'hémicycle. Bonjour Saveria. Bonjour Delphine. Alors le projet de loi a été modifié par les sénateurs. Oui, tout à fait. Donc l'objet du texte est donc d'encadrer ces pratiques de géolocalisation. Jusqu'à présent, ces opérations étaient conduites sous la seule autorité du parquet. Le projet de loi prévoit l'intervention du juge des libertés et de la détention au terme d'un délai de 15 jours. Et la commission des lois du Sénat a adopté plusieurs amendements proposés par son rapporteur Jean-Pierre Sueur. Ainsi, alors que le texte initial prévoyait d'utiliser cette méthode pour des infractions punies d'au moins 3 ans d'emprisonnement, le premier amendement porte ce seuil à 5 ans. Alors le gouvernement souhaite redescendre ce seuil à 3 ans. Jean-Pierre Sueur a donc déposé au nom de la commission des lois un amendement de compromis qui reste sur le seuil des 5 ans, sauf en cas de menace de mort et d'évasion. Alors, deux autres amendements prévoient qu'en cas d'urgence, un officier de police peut prendre l'initiative de poser une balise de géolocalisation à condition d'en avertir le procureur de la République. Enfin, un amendement prévoit au juge des libertés et de la détention et à lui seul de décider que l'heure et le lieu de la géolocalisation pourront figurer dans un second dossier non joint à la procédure afin de protéger les témoins. Voilà donc pour ce projet de loi qui va suivre une procédure particulière puisqu'il n'y aura qu'une seule lecture au Sénat et une seule à l'Assemblée. Merci beaucoup Saveria pour toutes ces précisions. Tout de suite, je vous propose donc d'écouter le début de la discussion générale de ce texte avec l'intervention de la garde des Sceaux, Christiane Taubira, et on se retrouve à partir de 18h30. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à la géolocalisation. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la ministre. Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission des lois, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je me permets de vous dire que c'est avec plaisir que je vous retrouve. Nous nous sommes quittés au mois de décembre. J'ai adressé à la plupart d'entre vous une carte de vœux personnelle, mais je veux m'autoriser à cette tribune, si Monsieur le Président me le permet, de vous souhaiter à vous, les sénatrices et sénateurs, ainsi qu'à tous les personnels du Sénat, une très très belle année 2014. Nous nous retrouvons ici pour débattre de ce projet de loi sur la géolocalisation et nous sommes en procédure accélérée. Rousseau disait qu'il n'y a pas de liberté sans loi. Et en l'occurrence, nous traitons très précisément à la fois de liberté, de sécurité et de sûreté. Car l'État doit garantir dans une démocratie la liberté, les libertés individuelles, les libertés publiques, les libertés individuelles pour chacun des citoyens, mais il doit assurer la sûreté, c'est-à-dire veiller à ce que chaque citoyen se sente en sécurité, y compris sans agression, c'est-à-dire que toutes les politiques publiques convergent de façon à ce que aucun citoyen, comme le disait Montesquieu, n'ait à craindre d'un autre citoyen. En l'occurrence, le projet de loi que nous allons traiter cet après-midi traite à la fois donc de la liberté et de la sécurité, mais dans une logique de sûreté, justement. Il s'agit donc de créer un cadre juridique pour les procédés techniques de géolocalisation, autrement dit de consacrer une technique policière qui est indispensable à l'élucidation des affaires ainsi qu'à l'arrestation des auteurs d'infractions, mais qui nécessite un cadre juridique, et c'est ce que nous faisons ici, dans la mesure où la Cour de cassation a, au mois d'octobre, déclaré que la géolocalisation constituait une atteinte grave à la vie privée et a donc annulé 2 décisions, et notamment une procédure de géolocalisation décidée par le parquet.
Qu'est-ce que la géolocalisation? Que nous sachions très précisément de quoi nous traitons cet après-midi. Il s'agit d'une technique qui est utilisée par la police, par la gendarmerie et par les douanes dans le cadre de l'enquête pénale. Elle peut servir aussi à la recherche d'un mineur, elle peut servir à la recherche d'un majeur protégé lorsque la disparition a été signalée récemment, ou à la recherche d'un majeur, d'un adulte, si sa disparition paraît inquiétante. Ce sont des techniques qui interviennent en temps réel. Il y a donc le suivi dynamique qui permet la géolocalisation d'un téléphone portable. Et puis, il y a ce dispositif dédié, la balise, qui peut être posée sur un objet, qui peut être une valise ou un colis, ou posée également sur un véhicule de transport. Assez longtemps sur le véhicule, de plus en plus à l'intérieur du véhicule, parce qu'il est évidemment plus facile de dissimuler cette balise à l'intérieur du véhicule. Que s'est-il passé ces dernières années dans les faits? En fait, la géolocalisation a connu une croissance exponentielle, puisque pour ce qui concerne la pose de balises, en 2011, on estimait à 4600 à peu près le nombre de balises posées. En 2012, il y en avait un peu plus de 5500, ce qui fait une croissance en une seule année de près de 25%. Pour ce qui concerne la géolocalisation par les téléphones portables, nous sommes passés de quelques millions en 2009. Nous avons une fourchette et pas de chiffres précis. Une fourchette qui en 2009 irait de 1000 à 3000 géolocalisations de téléphones portables et 20 000 géolocalisations de téléphones portables pour l'année 2013 avec un coût de 10 millions d'euros. Quel est le cadre juridique de ces géolocalisations? Mais justement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de cadre juridique et c'est pour cela que ces géolocalisations pèsent en fait à la fois sur les magistrats et sur les enquêteurs de police judiciaire. Il n'y a pas de loi qui expressément encadre la géolocalisation. Le procureur de la République y recourt sur la base de l'article 41 du Code de procédure pénale, selon lequel il peut procéder ou faire procéder à tous les actes nécessaires à la recherche ou à la poursuite des infractions à la loi pénale. Le juge d'instruction ne dispose pas d'un article plus précis. Il a l'équivalent à l'article 81 du Code de procédure pénale qui dit que le juge d'instruction peut, conformément à la loi, sauf qu'il n'y a pas de loi en l'occurrence, conformément à la loi, procéder aux actes d'instruction aux actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Par ailleurs, la pose de balises, qui est considérée comme une aide à l'enquête, n'est pas intégrée à la procédure. Par conséquent, il était temps effectivement de sortir de cette situation où la loi n'encadre pas et où la responsabilité finalement retombe par défaut d'État sur les magistrats et sur les enquêteurs de police judiciaire. Pourtant, en septembre 2010, la Cour européenne des droits de l'homme a prononcé un arrêt, l'arrêt Usen, contre l'Allemagne, dans lequel il indique que la géolocalisation en temps réel constitue une atteinte grave à la vie privée au visa de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et que pour ces raisons, la géolocalisation doit être encadrée par la loi et la loi doit être suffisamment précise pour ne pas permettre des abus. Cet arrêt date de décembre 2010 et malheureusement, aucune initiative n'a été prise pour encadrer la géolocalisation. Nous avons, nous, pris nos responsabilités, c'est-à-dire que j'ai demandé à la chancellerie, dès début 2013, de travailler sur un texte de loi qui nous permettrait de combler ce manque de loi, ce manque de cadre juridique pour cette technique qui est indispensable à un certain nombre d'enquêtes, et notamment dans la délinquance organisée et la criminalité. Nous avions beaucoup avancé, nous avons travaillé en interministériel, bien entendu, avec le ministère de l'Intérieur ainsi qu'avec le ministère de la Défense. Nous étions pratiquement au bout du processus lorsque sont intervenus les deux arrêts de la Cour de cassation. Ces deux arrêts qui annulent, je le disais, une procédure avec un acte de géolocalisation décidé par un procureur. Et les arrêts de la Cour de cassation, qui visent le même article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, indiquent que la géolocalisation constitue une atteinte grave à la vie privée et que cette gravité justifie qu'elle soit effectuée sous le contrôle d'un juge.
Nous avons donc évidemment accéléré le travail sur l'ouvrage, mais nous avons dû le reprendre sur une autre base parce que nous travaillions jusqu'alors sur la base de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui faisait injonction d'une certaine façon d'adopter une loi pour encadrer la géolocalisation. Et là, nous nous sommes retrouvés avec 2 arrêts de la Cour de cassation qui restreignent davantage la marge du législateur, puisque les arrêts de la Cour de cassation établissent clairement qu'il faut le contrôle du juge. Nous avons donc repris le travail sur ce projet de loi. Nous avons poursuivi les échanges que nous avions avec le ministère de l'Intérieur dans le souci très clair, d'une part, d'assurer la protection des libertés individuelles auxquelles nous sommes tous attachés pour l'ensemble des citoyens qui peuvent être exposés d'une façon ou d'une autre à cette géolocalisation, mais nous avons le souci de l'efficacité des enquêtes, c'est-à-dire que nous veillons à ce que la protection du plus grand nombre ne favorise pas ceux qui se mettent en infraction de la loi pénale. Et dans ce souci, donc, nous avons continué à travailler avec le ministère de l'Intérieur. Par ailleurs, j'ai demandé au service de la chancellerie, cabinet et administration, de travailler avec les enquêteurs de l'OCTRIS, l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, ainsi qu'avec la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, qui est vouée à la délinquance organisée. Moi-même, je me suis déplacée au 36 quai des Orfèvres, c'est-à-dire à la direction de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris. Et j'y ai eu là une séance de travail parce que je voulais voir très précisément dans quel cadre s'effectuait cette géolocalisation, quels en étaient à la fois les outils et l'organisation matérielle, la doctrine d'emploi et bien entendu les contraintes auxquelles sont confrontés les officiers de police judiciaire. Sur la base de ce travail que nous avons effectué, donc en interministériel ainsi qu'avec les services spécialisés, nous avons pu produire un texte qui tenait compte à la fois de ce souci de protection des libertés individuelles, mais aussi des dispositions pragmatiques indispensables de façon à assurer l'efficacité des enquêtes. Et nous avons pu donc, moins de 2 mois après les arrêts de la Cour de cassation, soumettre au Conseil d'État un projet de loi, celui qui vous a été transmis. Nous aurions pu, je dois dire que juste après les arrêts de la Cour de cassation, nous avons eu la tentation d'aller plus vite. Nous avons eu la tentation d'aller plus vite puisque ces arrêts, en fait, établissaient un vide juridique qui était déjà réel, mais le posait très clairement au point d'annuler des procédures. Et nous avons imaginé même, dans un premier temps, ce qui peut-être n'aurait pas forcément plu au Sénat, de rattraper au dernier moment, en deuxième lecture, la loi de programmation militaire et d'y introduire, oui, voilà, je me doutais bien. Je me doutais bien que le Sénat n'aurait guère apprécié, mais nous avons eu cette tentation parce que nous avons craint, personnellement j'ai craint fortement que des procédures soient fragilisées du fait de ces 2 arrêts et j'aurais eu beaucoup de mal à accepter que éventuellement des procédures soient annulées, qu'elles soient cassées, qu'éventuellement des truands se retrouvent en liberté parce que nous étions en vide juridique. Donc j'ai eu cette tentation d'aller vite, mais il est apparu que compte tenu justement à la fois de l'écart entre le champ défini par la Cour européenne des droits de l'homme et le champ plus restreint défini par les 2 arrêts de la Cour de cassation, qu'il y avait quand même un risque juridique sérieux sur le dispositif que nous allions mettre en place. Et j'ai pensé qu'il était plus sage, plus raisonnable de prendre 1 mois de plus, d'avoir ces travaux de concertation avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense, d'avoir ce travail avec les enquêteurs spécialisés, de me rendre moi-même en séance de travail à la direction de la police judiciaire et qu'il était plus raisonnable de prendre 1 mois de plus et d'élaborer un texte de loi beaucoup mieux sécurisé juridiquement que de faire adopter un amendement qui aurait pu assez rapidement être cassé. Et ce n'est pas 1 mois que nous aurions perdu, mais bien plus que ça, et surtout des procédures probablement qui auraient fait apparaître le dispositif comme étant absolument insupportable. Nous avons donc pu soumettre ce projet de loi au Conseil d'État et les débats au Conseil d'État ont été tout à fait fructueux et intéressants. Nous vous avons présenté ce projet de loi qui définit les choses assez précisément
pour sécuriser les procédures. D'abord, évidemment, les cadres procéduraux eux-mêmes. Nous indiquons très clairement que dans le cas d'une procédure, d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance, d'une enquête pour recherche des causes de la mort ou d'une enquête pour recherche des causes de la disparition ou d'une enquête pour recherche d'une personne en fuite ou d'une information judiciaire, que la géolocalisation est un acte qui peut être décidé dans le cadre des procédures. Ensuite, il nous a paru important aussi de définir le champ infractionnel. Et pour définir ce champ infractionnel, donc, nous avons lu très attentivement le contenu des arrêts. Et il apparaît donc que dans ces arrêts qu'il faut tenir compte de la gravité de l'acte, donc de la peine encourue, d'une part, et d'autre part, de veiller à la proportionnalité, c'est-à-dire à ce que l'ingérence de l'autorité publique soit strictement nécessaire par rapport à la sûreté publique. Nous avons donc tenu compte de ces deux éléments afin de définir ce champ infractionnel. Et nous l'avons défini à partir de deux quanta. Un quantum de 3 ans lorsqu'il s'agit de poser une balise sur ou dans, plus souvent dans, un véhicule, donc une peine encourue de 3 ans pour poser une balise sur ou dans un véhicule, si ce véhicule se trouve sur la place publique ou dans un entrepôt. Et nous avons retenu un quantum de 5 ans pour une intrusion plus grande, c'est-à-dire pour la pose d'une balise dans un lieu d'habitation, dans des locaux professionnels aussi, ou dans un lieu d'habitation. Nous estimons qu'évidemment, il y a une intrusion dans des lieux privés par la pose de ces instruments de géolocalisation et que cette intrusion se fait à l'insu de la personne concernée. Par conséquent, la géolocalisation s'apparente à la sonorisation, sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure, beaucoup plus qu'à la perquisition, et donc les précautions à prendre en matière de sécurité juridique sont plus d'une nature liée à l'intrusion qu'à la situation de la perquisition où la personne est présente au moment de l'intrusion dans son domicile. Votre commission a choisi d'adopter des dispositions qu'elle a estimées plus protectrices et qui est effectivement, objectivement, plus protectrice des libertés individuelles parce qu'elle a retenu, vous avez retenu un système unique. Donc vous avez simplifié les choses incontestablement, vous avez unifié et retenu un seul quantum, un quantum de peine encourue de 5 ans. Évidemment, nous sommes tous très très sensibles, et c'est la vocation première de la chancellerie, du ministère de la Justice, de veiller à la préservation des libertés individuelles. Donc nous sommes très sensibles à cette préoccupation, mais je dois vous dire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je dois vous dire que nous avons quand même une préoccupation parce que nous ne voudrions pas que certaines infractions qui justifieraient, qui nécessiteraient, dont l'efficacité des enquêtes reposerait justement sur une géolocalisation, échappent à la possibilité d'une décision d'un tel acte dans la procédure. En clair, sur des atteintes à la personne telles que les menaces de mort, dont la peine encourue est de 3 ans, nous n'aurions pas dans cette possibilité, en tout cas ni les parquets, ni les juges d'instruction, ni les enquêteurs n'auraient la possibilité d'effectuer un acte de géolocalisation, alors que pour l'enquête, il est évident qu'il pourrait être utile qu'un acte de géolocalisation soit décidé et permette éventuellement d'empêcher la personne qui a proféré des menaces de mort de passer à exécution. De même, les délits d'évasion, qui sont punis de 3 ans, échapperaient dans la décision qui a été prise par votre commission. Ces délits échapperaient également à la géolocalisation, alors que, d'évidence, il apparaît souhaitable qu'une géolocalisation puisse être décidée dans ces cas. Donc, si vous y consentez, le gouvernement vous présente un amendement. Nous en débattrons tout à l'heure lors de la discussion sur les articles. Le gouvernement vous présente donc un amendement de façon à retenir le quantum de 5 ans pour les atteintes aux biens, mais à descendre à 3 ans de peine encourue pour les atteintes aux personnes, de façon à être, tout en étant protecteur des libertés individuelles, il nous faut aussi être protecteur des victimes, c'est-à-dire être en mesure de donner aux enquêteurs les moyens d'agir de façon à protéger les victimes. Donc c'est un amendement que nous vous avons transmis et dont nous débattrons tout à l'heure.
Ensuite, nous avons évidemment retenu un régime procédural parce qu'il était important d'en définir un. Et pour définir ce régime procédural, nous avons étudié très scrupuleusement le contenu de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que des 2 arrêts de la Cour de cassation. Et il apparaît donc que les arrêts de la Cour de cassation, en fait, n'interdisent pas que les magistrats du ministère public autorisent un acte de géolocalisation. En fait, les arrêts parlent de contrôle et non pas d'autorisation. Par conséquent, dans la mesure où les arrêts énoncent qu'il est nécessaire d'avoir le contrôle du juge, cela n'interdit pas l'autorisation par un magistrat du ministère public. C'est ainsi que nous avons interprété les choses, d'autant que lorsque les arrêts ont été pris, il n'existait pas de cadre législatif et qu'à partir du moment où, avec ce projet de loi, nous introduisons un cadre législatif, nous sommes fondés à considérer que nous pouvons rester dans la logique et dans l'architecture classique de la procédure pénale. Cette procédure pénale qui retient une gradation dans le niveau des décisions selon la nature de l'acte et selon le niveau d'atteinte éventuelle à un droit ou à une liberté. C'est ainsi que pour un acte qui n'a aucun caractère coercitif ni intrusif, les officiers de police judiciaire peuvent en prendre l'initiative. À partir du moment où il y a une atteinte limitée à l'exercice d'un droit ou d'une liberté, cette atteinte doit être effectuée avec l'autorisation d'un magistrat du ministère public ou sous le contrôle étroit d'un magistrat du ministère public. Et si les atteintes sont graves, c'est le principe de la gradation des atteintes, si les atteintes sont graves, il faudra soit une autorisation, soit le contrôle d'un magistrat du siège. Nous avons donc retenu ces dispositions et considéré que, tels que les arrêts de la Cour de cassation ont été rédigés, ils ne considèrent pas la géolocalisation comme un simple acte technique de filature. La filature relève de l'initiative des officiers de police judiciaire. Mais ces arrêts qui désignent la géolocalisation comme un acte qui constitue une atteinte grave à la vie privée, évidemment, considère que parce que la géolocalisation est une filature sans faille et que pour ce qui concerne notamment la géolocalisation par le téléphone portable, il y a donc à la fois une intrusion mais un suivi de la personne, y compris dans des lieux clos, la Cour de cassation considère donc qu'il y a une atteinte à la vie privée. La question que nous nous sommes posée était de savoir si les magistrats du ministère public pouvaient autoriser un acte de géolocalisation. Du point de vue constitutionnel, les magistrats du ministère public appartiennent à l'autorité judiciaire. Ils font partie de l'autorité judiciaire. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel, à plusieurs reprises, a réitéré son interprétation de l'appartenance des magistrats du ministère public à l'autorité judiciaire. Vous savez que moi-même, j'y suis très fortement attachée. C'est d'ailleurs cette appartenance qui les inclut dans l'autorité constitutionnelle, qui fonde leur légitimité dans la direction de la police judiciaire. Nous en avons débattu à plusieurs reprises. Récemment, c'était à l'occasion de cette loi du 25 juillet 2013 qui redéfinissait les attributions du garde des Sceaux, ainsi que les relations entre la chancellerie et les parquets généraux et les parquets. Par conséquent, les magistrats du ministère public appartenant à l'autorité judiciaire, ils sont parfaitement fondés à autoriser une géolocalisation. C'est ainsi que dans ce texte, nous prévoyons que les procureurs puissent décider d'une géolocalisation, que cet acte a une durée de 15 jours dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance. Nous nous sommes basés sur la durée d'une enquête de flagrance prolongée et au terme de ces 15 jours, c'est le juge des libertés et de la détention qui peut décider de la prolongation éventuelle de cette mesure. Nous avons évidemment tenu compte de ce que j'indiquais tout à l'heure sur la gradation des atteintes, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agira de procéder à une intrusion dans un lieu d'habitation, il faudra une décision du juge des libertés et de la détention. Lorsqu'il s'agira d'entrer dans un domicile de nuit, y compris dans le cas d'une information judiciaire, ce sera encore le juge de la liberté
et des libertés de la détention qui devra en prendre la décision, parce que comme il est extérieur à l'enquête, il constitue à ce moment une autorité impartiale. Enfin, pour ce qui concerne la durée de cette géolocalisation, dans le cas d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, la durée est d'1 mois, elle est renouvelable. Dans le cas d'une information judiciaire, la durée est de 4 mois, renouvelable également, mais bien entendu, le renouvellement se fait avec un réexamen. Nous avons, de ce point de vue, donc, construit un système équilibré qui a fait l'objet d'ailleurs de discussions très riches au Conseil d'État. Et nous avons constaté que la Commission des lois du Sénat a choisi d'introduire des modifications qui, de notre point de vue, ont quelque peu déséquilibré ce dispositif. Vous avez choisi de permettre que les officiers de police judiciaire décident d'une géolocalisation sans autorisation de magistrat. Je dois dire que pour nous, parce que évidemment il y a des situations où il y a un risque de dépérissement des éléments de preuve, où il y a urgence incontestablement, et dans ces cas-là, il faut que l'officier de police judiciaire puisse très rapidement procéder éventuellement donc à la pose d'une balise. Évidemment, c'est un point qui a été posé très vite par le ministère de l'Intérieur et que nous avons traité de façon tout à fait sérieuse, considéré de façon tout à fait sérieuse et traité de façon sérieuse aussi du point de vue de la sécurité juridique. C'est-à-dire que nous avons introduit une possibilité que le procureur, que le magistrat du ministère public puisse donner son autorisation par tout moyen, donc y compris verbalement. Et nous savons, je peux vous confirmer ici, qu'évidemment, à tout moment, un parquetier est joignable dans toutes nos juridictions. Et à l'occasion, évidemment, de l'élaboration, de la préparation de ce texte de loi, nous avons procédé à toutes les vérifications nécessaires. Donc, à tout moment, un parquetier est joignable. Et donc, l'autorisation du ministère public peut être donnée verbalement. Vous avez choisi d'aller plus loin en permettant que la décision de géolocalisation soit prise par l'officier de police judiciaire sans l'autorisation d'un magistrat. Moi, j'entends parfaitement, bien entendu, cette nécessité de l'urgence pour 12 heures. J'entends la nécessité de l'urgence. Simplement, j'attire l'attention sur le fait que nous sommes obligés, et vous plus que d'autres, puisque le pouvoir exécutif, même s'il se mêle beaucoup d'écrire des projets de loi, reconnaît que c'est vous, les législateurs. Le législateur est obligé d'écrire les textes de loi de plus en plus en vigilance par rapport aux contrôles qui sont effectués. Le travail que nous avons effectué avec le Conseil d'État a visé aussi à nous prémunir, à prémunir les procédures, aussi bien vis-à-vis de la Cour européenne des droits de l'homme que de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel. Le législateur, de plus en plus, écrit sous la vigilance de toutes ces instances parce qu'il y a contrôle dorénavant a posteriori de nos lois. Par le biais de la QPC, de la question prioritaire de constitutionnalité, il y a constamment la possibilité d'un contrôle a posteriori des lois. C'est-à-dire que ces dispositions qui nous viennent à la fois de la jurisprudence européenne, mais aussi du travail de contrôle qu'effectue le Conseil constitutionnel à l'initiative de tout justiciable, que ce travail de contrôle fait qu'évidemment, on protège de plus en plus les libertés individuelles, mais on a aussi en face de nous un dispositif qui a des effets redoutables sur la procédure pénale. Par conséquent, de ce fait, j'attire simplement l'attention. Nous avons eu le souci, nous, de veiller à la sécurité juridique. J'attire simplement l'attention sur le fait que dorénavant, un acte doit être conforme à la loi, mais en plus la loi elle-même doit être conforme à la fois à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme. Voilà les raisons pour lesquelles je m'autorise simplement, mais vraiment très humblement et très respectueusement, à attirer l'attention de la Commission des lois sur les risques qui pourraient éventuellement peser sur cette disposition que vous avez introduite. Vous savez d'ailleurs que nous avions introduit une disposition similaire dans le texte original du gouvernement, voilà, nous avions introduit une disposition similaire. Vous avez également prévu que, sur décision du juge des libertés et de la détention, certains éléments relatifs à la date, à l'heure, au lieu,
d'actes de géolocalisation ne soient pas versés à la procédure. Là aussi, c'est un point sur lequel nous avions été alertés et nous avions dans un premier temps, dans notre texte de loi, introduit une disposition qui se rapproche du témoignage sous anonymat et qui aurait permis effectivement que ces éléments ne soient pas versés à la procédure, parce que le souci est de protéger l'intégrité physique et éviter les représailles sur les personnes qui sont appelées à fournir des renseignements au service d'enquête de police judiciaire. Simplement, évidemment, cette disposition doit être appréciée au crible du respect des droits de la défense, du droit au procès équitable, qui est établi à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que du principe de contradictoire. Donc, sur la base de ces éléments-là, je pense que tout à l'heure, nous aurons également une discussion sur ce point-là pour voir un peu plus clair ensemble et voir si l'écriture actuelle est conforme à ce souci que nous partageons de la sécurité juridique des procédures. Lorsque nous rapprochons cette disposition du témoignage sous anonymat, il faut se rappeler simplement que la loi actuelle, le droit actuel, prévoit que dans le cas de témoignage sous anonymat, le prévenu puisse demander à être confronté à la personne qui le met en cause, et le juge peut décider de la levée de l'anonymat s'il estime que cette levée est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Voilà, donc ce sont des éléments qui sont là, sur lesquels nous devons travailler avec le triple objectif que j'ai déjà indiqué et qui nous a guidés constamment, ligne par ligne, dans l'écriture de ce texte de loi, à savoir préserver les libertés individuelles, mais veiller à l'efficacité des enquêtes sans prendre de risques sur les procédures, c'est-à-dire assurer la sécurité juridique des procédures. Donc, protéger le citoyen ordinaire, en même temps donner aux officiers de police judiciaire les moyens d'effectuer des enquêtes efficaces et d'avoir une réactivité qui leur permet de faire face aux situations auxquelles ils sont confrontés, mais ne pas prendre de risques sur ces enquêtes en fragilisant des procédures et en risquant demain que ces procédures soient annulées et que des truands puissent profiter d'un scrupule excessif peut-être que nous aurions eu dans l'écriture de ce texte de loi. Voilà, je pense que nous allons avoir un débat riche et fourni comme vous en avez le secret ici au Sénat et je vous remercie pour votre attention. Merci Madame la Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Jean-Pierre Sueur, président et rapporteur de la Commission des lois. Bonjour, mes présidents. Bonjour Jean-Pierre. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Internet, numérique, espionnage, renseignement, protection, données personnelles, liberté publique. Voilà des thèmes dont nous n'avons pas fini de parler, mes chers collègues, et qui vont solliciter grandement non seulement les législateurs français, mais ceux du monde entier dans les mois et les années qui viennent. En effet, les défis auxquels nous devons faire face sont considérables. Ici même, vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, nous avons débattu avec soin de la loi de programmation militaire et de son article 13 devenu article 20. Il s'agissait alors de processus à caractère administratif, tels qu'ils sont régis par la loi de 1991 et par la loi de 2006. Dans cet article, il n'y a eu d'inscrit par le Sénat puis par l'Assemblée nationale que des garanties complémentaires
par rapport à des mesures à caractère administratif et non judiciaire, je le dis bien, ne portant que sur le contenant des fadettes et de la géolocalisation, afin que les décisions fussent désormais prises par le Premier ministre lui-même et les personnes qualifiées auprès de lui, le mot « document » figurant dans le texte ne portant que sur les éléments relatifs au contenant et non au contenu. Le contenu, c'est autre chose, cela relève d'ailleurs de la CNCIS, il y a des écoutes dans des conditions qui doivent être strictement respectées. Telle a été notre position et nous l'avons défendue avec constance, qu'il s'agisse de mon collègue et ami Jean-Jacques Urvoas, président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, ou de moi-même. Madame la ministre, vous avez vraiment bien fait de ne pas inscrire ces dispositions dont nous parlons aujourd'hui, quelles que fussent les considérations relatives à l'urgence, dans cette loi de programmation militaire. Car c'eût été, pour le coup, un motif d'inconstitutionnalité que de traiter de la justice judiciaire dans une loi de programmation militaire, et je ne pense pas que le Sénat aurait accepté cela. Aujourd'hui, nous sommes devant un texte dont vous avez fort bien parlé, Madame la Ministre, qui nous arrive d'une part parce que vous avez jugé que cela était nécessaire avant même, et je tiens à vous en rendre hommage, les arrêts de la Cour de cassation, et d'autre part parce que les arrêts de la Cour de cassation créent un vide juridique. Et c'est pourquoi, une fois n'est pas coutume, nous avions eu la même position lorsque le Conseil constitutionnel avait annulé ou jugé inconstitutionnels les articles de la loi relatifs au harcèlement sexuel. Nous sommes partisans de l'urgence, parce qu'il faut aller vite pour régler cette béance juridique qui ne saurait durer et qui empêche les fonctionnaires de la police, les militaires, de la gendarmerie, d'assumer leur mission. Donc, il est bien aussi que, comme il n'y a qu'une lecture dans chaque assemblée, que nous menions nos réflexions avec beaucoup de soin, et c'est pourquoi nous avons procédé à un très grand nombre d'auditions. Nous avons entendu, bien entendu, les membres de votre cabinet, vous le savez, Madame la Ministre, et les membres des services du ministère de la Justice, de votre ministère, ainsi que le cabinet et les services du ministère de l'Intérieur, ainsi que l'ensemble des représentants des magistrats, des avocats, ainsi que des policiers. Et nous avons cherché, en toute honnêteté, à trouver la solution la plus équilibrée possible entre des exigences qu'il faut concilier, mais qu'il n'est pas facile de concilier, et c'est le défi auquel nous sommes confrontés. Car nous sommes les défenseurs des libertés individuelles. Nous sommes les défenseurs du droit à la vie privée. Nous sommes les défenseurs des données personnelles, de l'intégrité, de l'intimité de chacun. Premier point. Et d'autre part, nous avons conscience de la grande nécessité de lutter contre le terrorisme, d'aller rechercher les otages, de lutter contre les meurtres, les crimes, les atteintes à l'intégrité des personnes, les violences de toute nature. Et nous ne hiérarchisons pas ces deux principes. L'un et l'autre est respectable. L'un et l'autre est nécessaire. Mais nous devons trouver la manière la meilleure de les articuler. Alors, vous avez tout dit, Madame la Ministre, ce qui va me permettre de réduire mon propos sur ce projet de loi et sur l'arrêt Ouzoun de la Cour européenne des droits de l'homme. Je me permettrai de noter
que finalement la position de la chambre criminelle, de la Cour de cassation, est la conséquence, une fois encore, du fait que la Cour européenne des droits de l'homme considère que les magistrats du parquet en France ne sont pas des magistrats au sens propre du terme, contrairement à ce que nous pensons en France, et à ce qu'a dit et redit avec éclat le Conseil constitutionnel. Il faut régler ce problème. Nous savons les efforts qui ont été les vôtres à cet égard. Nous savons que nous n'y sommes pas parvenus. Nous en avons assez parlé ici même au Sénat. Mais nous avons entendu avec grand intérêt, Madame la Ministre, d'abord ce qu'a déclaré Monsieur le Président de la République le 31 décembre, et ensuite ce que vous avez déclaré avec force et ardeur lors de la conclusion des assises pour la justice du XXIe siècle que vous avez organisé à l'UNESCO il y a quelques jours, grand rassemblement qui aura beaucoup marqué les esprits par l'effort sans précédent de réflexion qu'il y a eu au travers de 4 rapports qui feront date. Et bien entendu, nous avons comme vous le désir de voir des propositions très audacieuses, très pertinentes qui ont été alors émises entrer dans les faits. Mais vous avez dit, lors de la clôture de ces assises, le Premier ministre l'avait d'ailleurs déclaré à l'ouverture, que vous entendiez remettre sur le chantier cette question de la réforme du statut du parquet, du Conseil supérieur de la magistrature. Je pense que nous pouvons trouver peut-être le compromis, les dispositions qui permettront de faire les pas en avant qui, sans être forcément exhaustifs, permettront de changer les choses par rapport à la conception qui est celle de la Cour européenne des droits de l'homme. Toujours est-il que nous sommes devant ces dispositions. Mon collègue Jean-Pierre Michel reviendra là-dessus. Il est tout à fait clair, et cela apparaît lorsque l'on lit de bonne foi les 2 textes, que les arrêts de la Cour de cassation vont au-delà de ce qu'écrivait explicitement l'arrêt Ouzoun de la Cour européenne des droits de l'homme. Nous avons étudié de près le projet de loi, je le disais, et nous avons proposé quelques modifications. D'abord, pour ce qui est de la nature des délits qui devaient permettre la géolocalisation. Nous avons pour notre part retenu le quantum de 5 ans. Pourquoi ? Pour une raison très précise, qui est que la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'arrêt Ouzoun, a parlé de faits d'une particulière gravité. Il est évident que le vol simple ne peut pas, à notre sens, être considéré comme tel. Vous avez déposé un amendement, nous avons regardé avec soin cet amendement cet après-midi en commission, et nous avons fait une contre-proposition. Celle-ci est la suivante, et c'est un amendement que j'aurai l'honneur de présenter tout à l'heure, qui consiste à garder ce quantum général de 5 ans, mais à reconnaître les 2 exceptions que vous aviez vous-même inscrites dans l'idée de revenir à 3 ans, c'est-à-dire le cas des menaces de mort et le cas des évasions. Donc ce serait 5 ans, si notre amendement était adopté, on garderait ce principe de 5 ans, qualifiant des faits d'une particulière gravité conformément à l'arrêt Ouzoun, en ajoutant, bien sûr, et vous avez raison là-dessus, l'évasion et les menaces de mort. En second lieu, pour ce qui est de la procédure, nous avons d'abord considéré, après avoir entendu les différents points de vue, qu'il était juste que pour ce qui est du domicile privé, de
géolocalisation dans un domicile privé. Les garanties générales qui existent par rapport au domicile privé dans notre loi soient pleinement respectées. Que par conséquent, dans le cas d'une enquête, si cela a lieu la nuit, il y ait et l'accord du procureur et l'accord du juge de la liberté et de la détention, ce qui est dans le texte. Et pour les cas où il s'agit de la géolocalisation dans un domicile privé le jour, que ça puisse être, bien entendu, la décision du juge d'instruction. Pour ce qui est maintenant de l'initiative de l'OPJ, de l'officier de police judiciaire, c'est un sujet sur lequel nous avons parlé à la fois avec les représentants des fonctionnaires de police, avec les magistrats et avec les avocats. Nous avons considéré que pour prendre en compte un certain nombre de situations d'urgence, qu'il s'agisse de risques de violence aux personnes, de dégradation des biens ou de destruction des preuves, il pouvait être utile que l'OPJ puisse prendre l'initiative à deux conditions. Premièrement, de prévenir sans délai et par tout moyen le procureur. Deuxièmement, que le procureur, par écrit, donne son aval dans les 12 heures au plus tard. Ce qui nous était demandé par certains des représentants que j'ai cités tout à l'heure, c'était naturellement que ce fût au bout de 48 heures, voire davantage. Notre commission a choisi 12 heures, ce qui est quand même extrêmement rapide. Et vous avez proposé un amendement auquel je peux vous dire dès maintenant que notre commission a donné un avis favorable pour que, dans le cas où le juge donne son accord, il écrive les motifs d'urgence, et deux, au cas où il ne souscrit pas, naturellement, tous les actes accomplis dans les 12 heures soient nuls et non avenus, n'aient pas d'effet en aucune manière. Il nous semble que par là, et c'était, comme vous l'avez dit, la position initiale de votre ministère sur ce sujet, nous trouvons un équilibre satisfaisant entre les conditions de réalisme auxquelles sont bien sûr attachés ceux qui sont sur le terrain, policiers et gendarmes, et d'autre part, la nécessité, bien entendu, que le contrôle de la justice soit pleinement mis en œuvre. Pour ce qui est de la décision qui devra être ratifiée par un magistrat du siège, vous avez proposé, Madame la Ministre, dans le projet de loi, une durée de 15 jours pour que le juge de la liberté et de la détention soit amené à se prononcer pour la suite de la géolocalisation. Certains ont trouvé que ce délai était trop court, d'autres qu'il était trop long. Bien. Regardons les textes. L'arrêt Ouzoun de la Cour européenne des droits de l'homme, j'y reviens puisqu'il est à l'origine de tout cela, prévoit une intervention a posteriori du juge du siège dans un délai raisonnable. Et vous avez vu, Madame la Ministre, qu'en Allemagne, puisque c'était un arrêt Ouzoun contre Allemagne, la loi a été changée de telle manière que le juge du siège intervienne au bout d'un mois. Et cela a été jugé comme satisfaisant par la Cour européenne des droits de l'homme. Le fait que vous nous proposiez 15 jours est donc plus protecteur que ce qui se passe en Allemagne et qui est validé par la Cour européenne des droits de l'homme. Toutefois, l'un de nos collègues, M. Mézard, et je pense que nos collègues du groupe RDSE en parleront tout à l'heure, M. Mézard et les membres du groupe RDSE ont proposé que ce soit 8 jours. Je voulais dire que la durée de la flagrance prolongée est de 15 jours, donc cela tombe à 15 jours. Toutefois, après débat et sur ma proposition,
la commission des lois a décidé sur ce point de s'en remettre à la sagesse du Sénat. Il y a une proposition qui est faite, qui va dans le sens d'une intervention plus précoce du juge, du siège, 8 jours. Voilà, nous pensons que le Sénat, je le dis dès maintenant, pourra souverainement se déterminer sur cette proposition. Un dernier point, la question que vous avez également bien voulu aborder, Madame le garde des Sceaux, une demande nous était faite et fortement argumentée de manière à protéger les témoins, dirons-nous, les personnes qui coopèrent avec la police. Chacun comprendra ce qu'il en est, de telle manière que l'on puisse installer la géolocalisation pour prendre des mesures de protection nécessaires en installant la géolocalisation. Et on a entendu des formules très fortes à ce sujet, et certains de nos interlocuteurs souhaitaient que l'ensemble des éléments relatifs au lieu, à la date et aux circonstances dans lesquelles la géolocalisation a été instaurée soient exclus du dossier, et qu'il n'y ait dans le dossier que les résultats de la géolocalisation, c'est-à-dire ce qu'on a pu découvrir comme information utile pour lutter contre la criminalité dans le processus de géolocalisation. Alors, nous avons interrogé là-dessus votre ministère, les organisations syndicales des magistrats, les 2 organisations, les organisations représentatives des avocats. Et après réflexion, il nous est apparu qu'un accord pourrait sans doute intervenir sur la base suivante. La base, tout simplement, Madame le garde des Sceaux, et vous en avez parlé vous-même, je pense que vous y serez sensible, la base d'une décision du juge, et seulement d'une décision du juge. C'est-à-dire que les différentes parties, les personnes ayant concouru à la procédure, pourront faire valoir un certain nombre de considérations devant le juge. Et s'il y a lieu, c'est dans notre version, dans la version adoptée par la commission des lois, le juge est lui seul qui pourrait décider, si cela lui apparaît opportun, qu'un certain nombre de pièces relatives à l'origine de la géolocalisation ne figurent pas dans le dossier numéro 1, c'est-à-dire dans le dossier qui donnera lieu à l'ensemble du débat devant la justice, devant le tribunal. Il nous est apparu que cela était pertinent, pouvait être protecteur et pouvait recevoir un assentiment général dès lors qu'il s'agit d'une décision du juge, donc d'une décision de justice. Voilà les quelques points dont nous avons longuement parlé. Je crois que la discussion a été très riche au sein de la commission des lois et nous nous sommes mis d'accord sur ces modifications, sur ces propositions pour faire avancer les choses. Madame la ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous sommes très attachés au respect de la vie privée des données personnelles. Nous avons écouté ce qu'a dit Barack Obama récemment. Nous avons vu l'aspect positif de ce qu'il a dit et nous n'avons pas été insensibles aux carences, aux limites posées par lui-même à ce qui n'a pas été dit. Nous avons, nous parlementaires, qui siégeons, nous sommes 8, 4 députés et 4 sénateurs au sein de la délégation parlementaire au renseignement, été reçus par le président de la République pour aborder ces questions. Il nous a dit que des discussions avaient lieu au plus haut niveau, c'est-à-dire entre les présidents, pour définir des règles de bonne conduite. Il nous a dit également son attachement, qui est également le nôtre, à ce que la coopération entre les services de renseignement ne concerne que ce qui est nécessaire à la lutte contre le terrorisme et exclut totalement tout ce qui relève de la vie privée et des données personnelles. Nous sommes très attachés à cela et le débat là-dessus continuera.
Je crois, Madame la Ministre, que vous-même, Madame Pellerin et sans doute d'autres ministres pourraient être amenés à constituer, à élaborer, avec le Parlement bien sûr, une grande loi sur l'ensemble du champ numérique et les libertés publiques. Donc nous sommes attachés à cela. En même temps, nous sommes attachés à ce qu'on lutte contre le crime et le terrorisme et les horreurs. Et je pense que si on avait pu intercepter Mohamed Merah avant qu'il fasse ses assassinats, eh bien tous les Français auraient dit que nous aurions bien fait de le faire et sont d'accord pour dire qu'il faut tout faire pour empêcher ces horreurs, ces atteintes à l'humanité, ce terrorisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et nous savons, puisque c'est dans l'actualité, que des jeunes de 15 ans de nos lycées sont enrôlés dans des mouvements dont le caractère terroriste, malheureusement, ne fait pas de doute. Donc nous devons à la fois être profondément attachés au respect de la vie privée et des données personnelles. Nous devons être très attachés à la lutte contre le terrorisme et à la lutte contre la violence. Nous sommes là, devant ces deux responsabilités. C'est un défi considérable. Et ce texte, Madame la Ministre, et c'est ma conclusion, il est un pas, une avancée nécessaire pour tenter de concilier au mieux ces deux principes auxquels nous sommes profondément attachés. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur André Reichardt. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, comme cela a été dit précédemment par Madame la Ministre et Monsieur le rapporteur, l'objectif du projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui est de mettre notre droit en conformité avec les exigences posées par la Cour européenne des droits de l'homme concernant la géolocalisation. Il s'agit de compléter le Code de procédure pénale et le Code des douanes et de préciser dans quelles conditions les services concernés peuvent géolocaliser des personnes, des véhicules, des objets dont ils sont porteurs en temps réel. À la suite des inquiétudes nombreuses qui ont suivi le vote de l'article 20 de ce projet de loi d'orientation militaire du mois de décembre dernier, le groupe UMP a naturellement examiné avec un intérêt particulier le contenu du présent texte. La question qui se pose à nous est en effet celle des justes moyens à mettre en œuvre pour à la fois tenir compte des deux arrêts du 22 octobre 2013 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation sans entraver le travail des services de police et l'action de la justice. Que dit à cet égard la Cour de cassation? Elle déclare qu'une mesure de géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée, une atteinte grave de la personne géolocalisée. Elle ne peut donc être légalement effectuée que dans les conditions prévues par l'article 8, alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette mesure doit alors, premièrement, être prévue par une loi présentant les qualités requises par la jurisprudence de la Cour européenne et, deuxièmement, cela a été dit, être proportionnée et nécessaire. Or, si la question juridique soulevée par la Cour de cassation ne consiste pas en une remise en question du fondement légal du recours à la géolocalisation, mais plutôt de la compétence de l'autorité qui prend la décision, les arrêts de la Cour ont de fait entraîné une vraie paralysie dans l'action des forces de police dans certaines affaires par les instructions de la Chancellerie qui sont allées dans ce sens. Ainsi, par la circulaire du 29 octobre 2013, le ministère de la Justice étend l'interdiction des mesures de géolocalisation, j'ouvre les guillemets, à toutes les enquêtes diligentées sous la direction du procureur de la République, flagrance, recherche des causes de la mort ou de la disparition ou d'une personne en fuite. Et la Chancellerie demande par ailleurs au parquet d'appliquer la même règle de droit aux balises, de les bannir de leurs enquêtes et de laisser ce système de suivi des déplacements de voitures au seul juge d'instruction. Ainsi, cette mise en arrêt des enquêtes ayant recours à la géolocalisation a entraîné
une grave déficience dans l'exécution des missions de sécurité et de justice. Certaines affaires illustrent parfaitement ces problèmes de procédure auxquels sont confrontées les forces de l'ordre à l'heure actuelle. À titre d'exemple, et je pourrais en citer d'autres, à Nanterre, le 24 octobre 2013, une femme et son enfant sont séquestrés à domicile, puis enlevés avant d'être relâchés dans la rue. Les enquêteurs demandent au parquet à pouvoir identifier les téléphones qui ont activé les bornes sur l'itinéraire des malfaiteurs, bien sûr, pour établir un éventuel lien avec une autre affaire, mais le bornage leur a été refusé. Dans les Hauts-de-Seine, le 3 novembre 2013, une poste est braquée. La police identifie les suspects, mais il lui faut déterminer techniquement leur présence à l'heure et sur les lieux du crime. Or, l'identification géographique des données de connexion des mobiles des voyous leur a été refusée. Dans ces conditions, il est clair que nous ne pouvons nier l'effectivité et la nécessité de la géolocalisation. Celle-ci, à n'en pas douter, est devenue indispensable aux forces de police et de gendarmerie. Par les deux techniques qu'elle met en œuvre, le suivi dynamique d'un terminal de télécommunication et l'utilisation d'une balise installée sur un objet ou un moyen de transport, la géolocalisation assure 3 fonctions. Retrouver quelqu'un de disparu, quelle qu'en soit la raison, ou naturellement une éventuelle victime, retracer les déplacements d'une personne et enfin remplacer ce qu'on appelle la filature. Certes, il n'existe actuellement pas de limitation à l'utilisation de la géolocalisation, mais les moyens limités des forces de l'ordre et la pertinence même du recours à ce dispositif les conduisent à utiliser principalement cette technique au cas très particulier de la criminalité de réseau ou de trafic. Au même titre que l'ADN, cet outil est devenu essentiel et est particulièrement apprécié par les policiers parce qu'il représente d'irréfutable. Pour autant, l'intervention du législateur est indispensable. Dès lors que les enquêtes préliminaires ouvertes sous l'impulsion des enquêteurs représentent pas moins de 90% des procédures de géolocalisation et que la géolocalisation intervient dans plus de 2/3 des enquêtes. Ainsi, conscient de l'importance de faire intervenir le législateur dans le domaine de la géolocalisation pour redonner aux forces de l'ordre les moyens d'exercer leur mission, notre collègue François Pillet avait lui-même déjà réalisé, un mois avant le projet de loi élaboré par le gouvernement, une proposition de loi organisée en 3 mesures. La première consistait à permettre aux officiers de police judiciaire de prendre toute mesure permettant la localisation et l'établissement des déplacements de toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction. Deuxième mesure, la légalité de la décision de géolocalisation prise par le procureur de la République devait naturellement être contrôlée par le juge des libertés et de la détention. Et troisième mesure, il fallait rendre applicable cette géolocalisation dans le cadre des enquêtes préliminaires dont on vient de dire qu'elles représentent 90% des cas d'espèce. Il s'agissait, avec le dispositif proposé par notre collègue, de permettre d'établir un équilibre entre intérêt général et protection des libertés publiques. Aujourd'hui, avec son projet de loi, le gouvernement souhaite aller dans le même sens et nous saluons cette initiative. Le texte qu'il propose a d'ailleurs été parfaitement enrichi en commission des lois, comme vient de le dire monsieur le rapporteur, et il faut en remercier ce dernier ainsi que les membres de la commission. La géolocalisation sera désormais possible dans le cadre d'une enquête relative à une infraction punie d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans, seuil que nous avons défini en commission des lois, alors que cela a été dit, le texte initial proposait 3 ans. Ainsi que dans le cadre, bien sûr, d'une enquête en recherche des causes de la mort, des causes de disparition et en recherche d'une personne en fuite. L'option de soumettre systématiquement de telles mesures à l'autorisation préalable d'un juge n'a pas été retenue. Lors d'une enquête dirigée par le parquet, le procureur de la République pourra autoriser une mesure de géolocalisation pour une durée maximum de 15 jours consécutifs. Le terme consécutif, monsieur le rapporteur, étant un ajout de la commission. La poursuite des opérations devra être prescrite par décision du juge des libertés et de la détention sur requête du procureur de la République. La durée de l'autorisation délivrée par le JLD sera au maximum d'1 mois renouvelable. Tout ça, vous le savez. En cas d'urgence, risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation de procéder à une mesure de géolocalisation
peut être donnée par tout moyen. Lors d'une information judiciaire, les opérations de géolocalisation seront autorisées par le juge d'instruction pour une durée maximum de 4 mois renouvelable. Une décision écrite de géolocalisation du magistrat compétent devra ensuite intervenir dans un délai de 12 heures et non plus 48 heures. Encore un apport de la commission des lois. Et la commission des lois a enfin prévu une procédure spécifique prévoyant, cela a été rappelé par monsieur le rapporteur, en matière de criminalité organisée, que le juge des libertés et de la détention, et lui seul, pourra décider que l'heure, le lieu et les premières données de géolocalisation pourront figurer dans un second dossier non joint à la procédure afin notamment de protéger les témoins. Monsieur le rapporteur a indiqué l'intérêt de cette mesure, même si nous avons noté les observations du gouvernement. In fine, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, il nous apparaît à l'UMP, à l'issue des travaux de la Commission et sous réserve de l'examen des propositions d'amendements restantes à étudier, que le texte parvient à un équilibre acceptable entre intérêt général et protection des libertés publiques, du moins tel que nous nous attachons, je crois tous ici dans cette enceinte, à le rechercher. Il nous apparaît aussi que les moyens mis en œuvre sont nécessaires et plutôt mesurés. Et c'est pourquoi, en l'état actuel des choses, le groupe UMP y est globalement favorable et est prêt à le voter. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Vincent Capo-Canellas. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, mes chers collègues, ce projet de loi vient sans doute à point. Je ferai 3 séries d'observations. La première, justement, sur le moment et les circonstances. La deuxième, sur le fond du texte. Enfin, sur la place particulière du parquet. On peut d'abord se demander si nous n'aurions pas pu anticiper la nécessaire modification de notre droit en cette matière de géolocalisation. Comme en matière de garde à vue, les arrêts de la Cour de cassation d'octobre 2013 n'étaient-ils pas prévisibles? On peut légitimement se poser la question. En effet, les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sur lesquelles s'est appuyée la Chambre criminelle pour remettre en cause l'utilisation de la géolocalisation ne datent pas d'hier. L'arrêt le plus important, cela a été rappelé par le président Sueur en la matière et par Madame la ministre, date de septembre 2010. N'aurait-il pas fallu examiner cette question avant de nous retrouver face à un vide juridique empêchant enquêteurs et magistrats de travailler efficacement en matière de lutte contre la délinquance? La réponse est probablement oui, et cela devrait nous appeler à être d'autant plus vigilants à l'avenir afin que cela ne se reproduise plus. Mais une chose est sûre, l'intervention du législateur aujourd'hui est indispensable afin de rendre à nouveau possible l'utilisation des moyens de géolocalisation dans le cadre des enquêtes préliminaires et des enquêtes de flagrance. Intervention indispensable également pour améliorer l'encadrement des moyens techniques. En l'absence d'un texte législatif suffisamment clair et précis, la porte est sans doute ouverte à des pratiques occultes, au bord ou même en dehors de toute légalité, ce qui ne peut pas être toléré dans un État de droit. C'est donc dans l'intérêt de la sécurité de nos concitoyens, mais aussi pour un bon fonctionnement de notre justice pénale, que le législateur se devait de réagir rapidement après les arrêts rendus par la Cour de cassation en octobre dernier. D'autant que les délinquants, eux, continuent allègrement d'utiliser ces moyens. Les parlementaires centristes ont alerté le gouvernement sur ce sujet et comme cela vient d'être rappelé à l'instant, je veux également saluer l'initiative de notre collègue François Pillet qui avait également déposé une proposition de loi sur ce thème, proposition de loi que nous sommes nombreux, y compris sur les bancs de mon groupe, à avoir co-signée et j'ai plaisir à voir qu'elle est associée à l'examen de ce texte gouvernemental. J'en viens au fond, Madame la ministre l'a rappelé tout à l'heure, c'est un beau sujet que celui de la protection des libertés individuelles et de la mise en œuvre des nouvelles technologies. Il faut trouver une voie qui concilie le respect de ces libertés, l'efficacité des enquêtes judiciaires et, bien sûr, la sûreté des procédures. Quels sont les termes du problème? Les arrêts du 22 octobre 2013 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ont porté un coup d'arrêt à la géolocalisation lorsque celle-ci est mise en œuvre sur autorisation du procureur de la République.
La chambre criminelle a considéré que la géolocalisation ne peut être réalisée que sous le contrôle d'un juge. Cette condition est justifiée par le caractère intrusif de cette mesure qui porte atteinte à la vie privée. Cette condition s'applique aussi bien à la géolocalisation d'un téléphone, qu'a tranché par les 2 arrêts du 22 octobre 2013, qu'à la géolocalisation par l'utilisation d'un dispositif dédié tel une balise. Ce cas de figure a donné lieu à une décision admettant le recours à cette pratique dans le cadre d'une information judiciaire. La Cour de cassation estime implicitement que le procureur de la République n'est pas suffisamment indépendant pour décider de cette mesure et que seul le juge est garant de la protection des libertés individuelles. Cela a été rappelé, le projet de loi prévoit en conséquence que le procureur peut autoriser, dans les enquêtes qu'il dirige, les opérations de géolocalisation en temps réel pour une durée maximum de 15 jours et, à l'issue de ce délai, c'est le juge des libertés et de la détention qui est compétent pour autoriser la poursuite de ces opérations. Pour autant, le projet de loi ne se contente pas de placer les mesures de géolocalisation sous le contrôle d'un juge du siège, il procède également à une définition précise de ces moyens techniques. Rappelons que les pourvois ayant abouti aux arrêts d'octobre 2013 ne se bornaient pas à reprocher au droit interne l'absence de contrôle d'un juge sur la géolocalisation, mais soulevaient également l'absence d'un fondement légal respectueux des critères de la qualité de la loi affirmés par la Cour européenne des droits de l'homme. Dans l'arrêt du 2 septembre 2010, la Cour européenne avait rappelé que la géolocalisation devait être prévue par la loi au sens de la Convention, ce qui signifiait que la mesure devait avoir un fondement en droit interne accessible, prévisible et compatible avec la prééminence du droit. Avec le texte qui nous est soumis aujourd'hui, notre Code de procédure pénale intégrera également une définition précise des opérations de géolocalisation. Ces précisions nous mettent à l'abri, espérons-le, d'une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. Une interrogation malgré tout. Dans l'hypothèse d'une géolocalisation en temps réel, par le biais d'un terminal de communication, n'y a-t-il pas un risque d'atteinte injustifiée aux droits des personnes si le terminal devait être prêté ou s'il se retrouvait pour une raison ou une autre en possession de celui qui n'est pas son propriétaire, lequel propriétaire était visé par l'enquête et par les moyens de géolocalisation. Cela impliquerait que la géolocalisation bascule alors sur une personne qui n'a pas de raison de subir cette atteinte à sa vie privée. Le texte apporte-t-il des garanties suffisantes dans cette hypothèse? J'espère que Madame la Ministre ou notre rapporteur pourront me rassurer sur ce point. Je voudrais en conclusion aborder un autre aspect. Le débat qui nous occupe aujourd'hui porte certes sur les moyens techniques d'enquête, mais appelle aussi à une réflexion plus large sur le statut du parquet. Plus précisément, ce projet de loi nous donne l'occasion de réaffirmer ce que l'on peut appeler le parquet à la française. Nous avions déjà abordé cette problématique lors du débat sur la garde à vue et en juillet dernier, lors de l'examen du projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Le Sénat avait alors adopté une disposition fondamentale prévoyant que les magistrats du parquet sont nommés sur avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature. Cette disposition, qui reprend une pratique respectée tant par vous, Madame la Ministre, que par vos prédécesseurs, apporte des garanties statutaires importantes et réaffirme notre conception de la magistrature. Malheureusement, force est de constater que cette réforme est au point mort. Notre collègue Michel Mercier le rappelait en commission mercredi dernier, mieux vaut une réforme constitutionnelle, certes ponctuelle mais consensuelle, et qui constitue un progrès réel, que de vouloir imposer d'autres modifications, alors que, vous le savez, la majorité des 3/5 vous fait largement défaut. Je conclurai en saluant l'excellent travail réalisé par notre commission des lois et par son rapporteur, le président Jean-Pierre Sueur, dans de brefs délais, vu l'urgence de la situation. Les amendements adoptés par notre commission des lois nous semblent aller dans le bon sens, notamment celui qui tend à préserver, dans les cas d'urgence, une marge d'initiative pour l'OPJ, en lui permettant de poser une balise sans avoir recueilli l'accord d'un magistrat. J'ai entendu qu'il y avait débat sur un certain nombre d'arguments et d'amendements, et je pense que la discussion nous permettra de progresser sur ce point. Le groupe UDI-UC considère que nous aboutissons à un texte équilibré, précis, qui va permettre aux policiers et aux gendarmes, ainsi qu'aux magistrats, de pouvoir à nouveau s'appuyer sur ces moyens technologiques avec la sécurité juridique requise. Le groupe donc soutiendra ce projet de loi. Je vous remercie de votre attention. Merci, mon cher collègue. Dans la suite de la discussion, la parole est à Madame la présidente Éliane Assassi. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues,
En 2011, un de nos collègues, pour ne pas le nommer, Alex Türk, qui était alors président de la CNIL, déclarait « La géolocalisation est pire que Big Brothers », en faisant bien évidemment référence au célèbre roman de George Orwell. Il avait tout à fait raison, car le système de contrôle imaginé par le romancier dépendait d'une seule organisation dictatoriale. On savait à qui et à quoi on avait affaire. Aujourd'hui, avec des milliers de systèmes de géolocalisation différents, il n'y a plus aucun contrôle. C'est d'autant plus effrayant que demain, les nanotechnologies permettront une miniaturisation telle que la géolocalisation sera totalement invisible. Si on y ajoute, entre autres, la multiplication des caméras de vidéoprotection publique et privée, radars automatiques et mobiles, mais aussi les débits de nos cartes bleues, Navigo, Vélib ou Autolib, péage d'autoroute et le GPS, un nombre considérable de personnes peut nous suivre pas à pas, littéralement à la trace. Au premier rang de ces personnes se trouvent les employeurs tentés d'avoir recours à cette technologie de manière exacerbée contre les employés. En effet, permettez-moi une toute petite parenthèse qui ne concerne pas directement le texte, mais depuis plusieurs années, la géolocalisation a fait son entrée dans le monde du travail. Cette technologie permet aux employeurs de prendre connaissance de la position géographique à un instant donné ou en continu par la localisation d'objets dont ils ont l'usage, badges, téléphones mobiles ou des véhicules qui leur sont confiés. Je parle bien sûr des employés. Cette technique peut être utile pour la préservation de la santé et de la sécurité, bien évidemment. On songe notamment aux travailleurs isolés qui, confrontés à un danger, peut être secourus dans la mesure où l'entreprise arrive à le localiser. Mais la géolocalisation n'est pas toujours très respectueuse des droits et des libertés des salariés. Les tribunaux l'ont d'ailleurs rappelé à plusieurs reprises, et c'est notamment la vie privée qui risque d'être malmenée. Ainsi, comme toute technologie, la géolocalisation n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Si elle a de bonnes utilités, nous avons donc la responsabilité de légiférer dans tous les domaines où elle est utilisée et de trouver, cela a été dit à plusieurs reprises, le juste équilibre en chaque matière. C'est ce que nous invite précisément donc à faire les arrêts rendus le 22 octobre 2013 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Et dans ces arrêts, la haute juridiction judiciaire se prononce premièrement sur la question de la légalité de la géolocalisation et deuxièmement sur celle du contrôle judiciaire du recours à cette technologie en matière pénale. Alors sur la question de la légalité de la géolocalisation, en choisissant le visa de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dans son intégralité, la Chambre criminelle de la Cour de cassation suggère la nécessité de légiférer en matière de géolocalisation. En effet, aucune disposition n'est prévue actuellement dans le code de procédure pénale, comme c'est déjà le cas pour les techniques intrusives, comme l'interception, l'infiltration, la captation de données à distance. Nous devons donc, après avoir vérifié, bien évidemment, qu'aucune mesure d'investigation moins attentatoire à la liberté individuelle n'est envisageable, donc prévoir, dans des termes suffisamment clairs, sous quelles conditions l'autorité publique est habilitée à recourir et quelles infractions suffisamment graves pourraient être concernées. En portant aux infractions punies de 5 ans le seuil permettant le recours à cette procédure par les forces de l'ordre et en l'encadrant de manière précise, la Commission a trouvé, là encore, un juste équilibre entre les nécessités de l'enquête et la protection de la vie privée. Elle a ainsi, nous semble-t-il, parachevé le projet de loi qui était déjà globalement satisfaisant. Concernant ensuite le contrôle judiciaire du recours à cette technologie, tout en étant d'une certaine utilité dans les enquêtes, nous devons quand même garder à l'esprit que la géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée des individus. Et c'est pour cela d'ailleurs que la Chambre criminelle de la Cour de cassation considère qu'elle ne peut être réalisée que sous le contrôle d'un juge. Alors sans reprendre clairement la motivation des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, la haute juridiction estime implicitement que le procureur de la République n'est pas suffisamment indépendant pour diriger cette mesure et que seul le juge est garant de la protection des libertés individuelles. La solution que vient rappeler la Chambre criminelle pose la question de la restriction des pouvoirs d'enquête du ministère public. Et en effet, d'autres prérogatives du parquet sont susceptibles d'être, à l'avenir, remises en question de la même manière.
Alors, comme mes collègues, je rappellerai donc la nécessité et l'urgence, Madame la garde des Sceaux, de voir aboutir la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Mais en attendant, nous voterons bien entendu le présent projet de loi amélioré par les travaux de notre commission des lois. Merci, ma chère collègue. La parole est à monsieur Jean-Claude Requier. Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, la géolocalisation ne peut être réduite à une simple question de technique et de procédure. Débattre de la géolocalisation, c'est surtout débattre de la nécessaire conciliation des libertés fondamentales d'une part et de la sécurité et de la sûreté de l'autre. Nous devons rechercher sans cesse le point d'équilibre entre respect de la vie privée et maintien de l'ordre face à une insécurité croissante. C'est une exigence démocratique à laquelle les membres du RDSE sont fondamentalement très attachés. Le sentiment d'insécurité ne doit pas se traduire par un renforcement et un durcissement ininterrompu du contrôle social, au risque de sacrifier les libertés individuelles qui garantissent pourtant l'état de droit. Si, aux États-Unis, le Patriot Act, dont la plupart des dispositions ont été prorogées jusqu'en 2015, a considérablement accru les pouvoirs de collecte et de partage d'informations accordés aux services fédéraux du renseignement, il n'allait pas, dans le même temps, empêcher de nombreuses dérives et de nombreuses atteintes aux libertés individuelles, pourtant chères aux citoyens américains. Par balise GSM ou par téléphone portable, la géolocalisation permet non seulement de suivre en temps réel le parcours de l'individu, mais aussi de retracer ensuite ses déplacements, ce qui peut la rendre instantatoire aux libertés individuelles. Elle a d'ailleurs été reconnue comme étant une atteinte à la vie privée par la Cour européenne des droits de l'homme. Cette dernière a ainsi rappelé et fixé, dans sa jurisprudence Usen contre l'Allemagne, les garde-fous de cette ingérence, et elle a fixé 4 critères que je vous rappelle à mon tour. Tout d'abord, la mesure de géolocalisation doit être prévue par la loi, et ce, dans des termes suffisamment clairs pour indiquer à tous en quelles circonstances et sous quelles conditions l'autorité publique est habilitée à y recourir. Ensuite, cette mesure ne peut être autorisée que pour des infractions suffisamment graves. En troisième lieu, elle doit remplir un critère de nécessité et de proportionnalité. Et enfin, les législations nationales autorisant ces mesures doivent offrir des garanties adéquates et suffisantes contre les risques d'abus. Ces garanties, précisées par la Cour européenne et sur lesquelles elles exercent un contrôle, recouvrent notamment l'étendue et la durée de la mesure, les raisons pouvant servir de fondement à leur mise en œuvre, la qualité des autorités compétentes pour les prescrire, ainsi que le type de recours offert par le droit interne. Pour satisfaire à ces exigences, la Cour de cassation, dans 2 arrêts du 22 octobre 2013, a estimé que la géolocalisation constituait une telle ingérence dans la vie privée et qu'elle devait être exécutée sous le contrôle d'un juge. À la suite de ces arrêts, il n'apparaissait donc pas plus possible de procéder à ces mesures de géolocalisation en temps réel lors d'une enquête placée sous l'autorité du parquet. C'est dans ce contexte, Madame la garde des Sceaux, que vous avez déposé le présent projet de loi pour remédier au vide législatif en matière de géolocalisation et pour autoriser de nouveau les mesures de géolocalisation sous l'autorité du procureur de la République. Il était en effet de bon aloi de combler cette lacune de notre droit et de donner à cette technique d'enquête nouvelle et efficace, mais non réglementée, un cadre juridique. C'était une question de sécurité juridique et de sécurité publique ensuite, pour permettre aux enquêteurs de poursuivre les investigations en toute légalité. Vous proposez donc, à cette fin, d'insérer dans le Code de procédure pénale un nouveau chapitre encadrant la géolocalisation en temps réel. Le RDSE partage l'essentiel de votre appréciation, Madame la garde des Sceaux, et soutiendra votre projet de loi. Comme vous, nous pensons que la sécurité ne peut pas justifier toutes les atteintes aux libertés de nos concitoyens. À mesure que les techniques de surveillance se font de plus en plus intrusives et qu'elles sont de plus en plus autorisées, la séparation primordiale
entre ce qui relève du domaine privé et ce qui relève du domaine public tend à s'effacer, menaçant ainsi des libertés acquises, souvent après de durs combats historiques. Et qu'il me soit permis ici de rappeler devant vous, Madame la garde des Sceaux, que la procédure pénale n'est autre que la forme du droit pénal, son enveloppe charnelle, mais aussi son principal garde-fou contre les atteintes aux libertés et face à l'arbitraire. Le défi aujourd'hui de la politique pénale est donc bien de ne pas céder aux sirènes de la culture de la peur et de la surveillance généralisée, tout en garantissant aux citoyens qui pourront vivre en toute sûreté et sécurité. Cet équilibre, c'est ce que nous, les radicaux, nous appelons l'ordre républicain. Ce texte redonne au procureur de la République le pouvoir d'autoriser les opérations de géolocalisation sans prendre en compte la jurisprudence de la Cour de cassation du 22 octobre 2013, mais aussi la position des juges de Strasbourg sur la question sensible du statut du procureur de la République. C'est un choix, mais nous ne pouvons nous pas craindre que dans les prochains mois d'avoir à connaître ce qu'en pense la Cour européenne donc, des droits de l'homme. Vous avez partant fixé à 15 jours le délai de saisine du juge de liberté et de la détention, délai qui correspond aussi à la durée de l'enquête de flagrance. Nous sommes très réservés sur ce délai, qui, pour le moins, nous semble excessif, et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement, vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président, dont le ramenant à 8 jours. Si la Cour de Strasbourg a donné un satisfecit à la procédure allemande, il reste que les mesures de géolocalisation sont ordonnées par le parquet ou par les fonctionnaires de police judiciaire lorsque la surveillance ne dure pas plus de 24 heures d'affilée ou ne dépasse pas plus de 2 jours au total quand elle est fractionnée. Cette surveillance dite de longue durée doit, dans tous les autres cas, être ordonnée par un juge. Aussi, la sagesse et la prudence, nous semble-t-il, nous font pencher donc pour une réduction du délai de saisine. Ce délai doit être également précisé dans le cas où les mesures de géolocalisation sont mises en œuvre dans un lieu privé et avec d'autant plus de vigueur dans le cas où ces mesures sont mises en œuvre dans un lieu d'habitation. Madame la garde des Sceaux, mes chers collègues, la politique pénale est le fruit d'un outil subtil, le fruit d'un subtil et fragile équilibre, partant du constat de la réalité des dangers, de l'imprévisibilité inhérente des comportements humains, un équilibre entre la sécurité et la liberté, je le disais au départ, l'une ne pouvant pas aller sans l'autre, mais devant aboutir à la réconciliation de la liberté avec la liberté et l'égale dignité de chacun. Et c'est pour cette raison que nous savons que vous partagez, Madame la Ministre, que nous vous souhaiterons votre texte, mais nous vous proposons quelques amendements au projet de loi. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Hélène Lipietz. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Président de la Commission, mes chers collègues. Le texte que je vais lire est celui de Jean Desessard, qui ne peut hélas être présent. Comme vous le savez, la Cour de cassation vient d'affirmer que la géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu'elle soit exécutée sous le contrôle d'un juge au sens de l'article 8 de la CEDH. L'autorisation d'un juge indépendant est donc indispensable et celle du procureur seul ne peut permettre de recourir à cette méthode d'enquête. Pourtant, le texte que nous examinons ne remplit pas les critères posés par cette jurisprudence, car le procureur de la République garde le pouvoir, si vous me permettez le terme, de primo-géocaliser. Sans doute parce qu'il est plus réactif qu'un juge du siège, parce qu'il est plus corvéable, et Madame la Ministre vient de le rappeler. Mais nos libertés individuelles doivent-elles s'incliner devant des raisons financières ? Certes, ce pouvoir ne lui reste acquis que pour un délai de 15 jours maximum et peut-être moins. Certes, des exceptions sont prévues en cas d'intrusion dans les lieux d'habitation. Mais ces garanties ne suffisent pas à protéger de manière satisfaisante la vie privée des suspects qui sont, faut-il le rappeler, présumés innocents et ne sont pas, Madame la Ministre, en délicatesse forcément avec la loi. C'est pourquoi je salue les amendements de notre président rapporteur, tels qu'issus de notre réunion de la semaine dernière, et les nouveaux amendements dont nous avons discuté tout à l'heure, qui ont, par exemple, relevé le seuil de la particulière gravité d'une infraction,
ou l'amendement de bon sens du gouvernement sur le fait que les victimes n'auraient pas à faire l'objet d'une telle procédure, puisque justement on cherche à retrouver par exemple des personnes enlevées ou des objets qui leur ont été volés, ou encore le principe de la géolocalisation sous X lors de l'instruction, ou bien la saisine sous 12 heures et non plus sous 48 heures du juge. Mais ces amendements, s'ils améliorent le texte, n'en font pas un texte votable pour les écologistes. En effet, notre opposition porte sur le principe même du recours au procureur statuant seul pour 15 jours, même si peut-être la CEDH peut s'en satisfaire. Il dépend en effet directement du ministère de la Justice, donc du pouvoir exécutif. Aujourd'hui, nous sommes dans une démocratie, mais demain, les écoutes, notamment des journalistes, nous rappellent que la frontière est ténue entre la vie privée et la raison d'État. Le texte, dans sa réaction actuelle, peut donc mener à des abus. Comment protéger les familles, les connaissances, les relations des personnes suspectées dans le cadre d'une enquête? Qu'est-ce qui empêcherait de surveiller certaines personnes sous le prétexte qu'elles connaissent celui qui connaît, celui qui connaîtrait, celui qui connaît? Seul le juge des libertés, par son indépendance, est à même d'assurer une protection des données de la vie privée en accord avec la décision de la Cour de cassation et avec les exigences de la Cour européenne. Et notamment pour la géolocalisation au suivi dynamique, c'est-à-dire sans intrusion physique dans un bien appartenant à un citoyen, le texte va au-delà des seuls téléphones portables et génère des inquiétudes. Il est en effet prévu une autorisation de recourir à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel sur l'ensemble du territoire national. S'il faut prévoir les évolutions technologiques pour ne pas avoir à légiférer à chaque nouvelle innovation, il n'en reste pas moins vrai que le risque d'être suivi à la trace augmente dangereusement à travers des objets aussi courants que des montres connectées, des pacemakers et bientôt même des brosses à dents. Déjà, les données fournies par nos simples ordinateurs intéressent nos gouvernants et ceux des autres nations. En témoigne l'affaire Snowden, les espionnages des institutions ou des dirigeantes européennes par la NSA ou les récentes révélations sur le système d'espionnage français. Ces affaires doivent nous inciter, en tant que parlementaires, à définir des limites et des cadres juridiques stricts pour nous assurer la protection de nos concitoyens et notre propre protection d'ailleurs. Ce projet de loi soulève donc les mêmes questions que l'article 20 de la loi de programmation militaire, mais même nous avons compris qu'il ne s'agit pas de la même procédure administrative dans un cas, procédure judiciaire dans l'autre. Je vous rappelle que nous n'avions pas voté cet article 20. Les écologistes n'avons pas voté cet article 20. Cet article a déjà suscité l'indignation de nombreuses ONG et des réseaux de citoyens soucieux de préserver leur liberté individuelle face à l'ingérence étatique. Leur prise de position et leur avertissement doivent nous alerter, car l'inquiétude de l'opinion publique est réelle et notre rôle est d'écouter, et c'est notre rôle que d'écouter et de prendre en compte l'expression citoyenne. Jusqu'où la protection de nos biens, l'intérêt public, la sûreté peut primer sur nos libertés individuelles. Accepter de telles atteintes au nom de ces valeurs, n'est-ce pas déjà reconnaître que les terroristes, les criminels ont gagné? Puisque, comme le dit Benjamin Franklin, un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Vous reprendrez la parole? Parce que les écologistes ont toujours été très attachés à la protection des données. Les écologistes ont toujours été très attachés à la protection des données et au respect de la vie privée. Et nous affirmons ici même cet engagement. Mais parce que nous avons confiance dans le juge, à la fois pour protéger nos vies et nos biens, mais aussi pour protéger notre liberté, nous réaffirmons indispensable qu'un juge indépendant et lui seul ait la possibilité de recourir à la géolocalisation. Nous voterons donc contre ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, Madame Lipietz. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Michel. Madame le garde des Sceaux, mes chers collègues, comme je suis un des derniers dans cette discussion générale,
Ça permettra d'être assez bref, puisque beaucoup de choses ont été dites excellemment, notamment par Madame le garde des Sceaux. De quoi s'agit-il? On le sait très bien, d'un certain nombre de techniques qui permettent en temps réel de localiser un certain nombre de personnes en fonction des objets dans lesquels ils sont ou qu'ils portent ou qu'ils transportent. Chaque fois d'ailleurs que la police scientifique a eu des techniques nouvelles à sa disposition, elles ont fait l'objet d'un débat. Et chaque fois, les belles âmes se sont écriées, mais c'est une atteinte aux libertés individuelles. Très bien, libertés individuelles de qui? De qui? De celles et de ceux qui sont suspectés ou mis en examen par un juge d'instruction. Donc pas de n'importe qui. C'est la première chose qu'il faut dire. Donc ici, nous sommes dans le cadre judiciaire, soit d'enquêtes préliminaires, qui sont faites par le procureur, qui a d'ailleurs 15 jours pour les enquêtes préliminaires prolongées, soit dans le cadre d'une instruction. Et dans ce cadre-là, eh bien, il est normal que les forces de police et la gendarmerie usent des moyens à leur disposition dont usent et abusent celles et ceux qui sont recherchés ou mis en examen, on le sait très bien, puisqu'aujourd'hui, tous les trafiquants, tous les truands possèdent ce genre de technique. Donc il ne s'agit absolument pas de l'article 20 de la loi de proclamation militaire, qui a fait l'objet de grands débats, qui est pourtant un progrès grâce au Sénat et à notre président Jean-Pierre Sueur par rapport à l'article 13 antérieur, et qui est, je dirais, plus liberticide que celui-là, puisqu'il s'agit dans ce cas-là, des services de renseignement dont on peut penser qu'ils sont utiles, mais sur lesquels on peut avoir un certain nombre d'interrogations, renseignement intérieur, renseignement extérieur, et qui usent de ces moyens pour combattre le terrorisme, les grands trafics de drogue, etc. Donc ici, on est dans le cadre judiciaire, et donc dans ce cadre-là, on peut employer ces techniques, soit pour rechercher des gens qui sont suspectés, mis en examen, soit pour rechercher des personnes disparues, mineurs ou majeurs protégés, et donc tout ceci se fait, je dirais, dans l'intérêt de la société et dans l'intérêt de la justice. Alors, pourquoi ce texte? J'avoue que je suis un peu dubitatif, mais bon, puisqu'on nous le présente, c'est qu'il doit être nécessaire. Actuellement, l'article 41 du Code de procédure pénale, en ce qui concerne le parquet, et l'article 81 du Code de procédure pénale, en ce qui concerne le juge d'instruction, prévoient un certain nombre de dispositions générales, certes, générales. Donc faudra-t-il, chaque fois qu'on aura un nouveau moyen, une loi supplémentaire? C'est le cas ici. Si. Dans le cadre, il faut relire l'article 41 et l'article 81, qui permet au parquet, dans le cadre de l'enquête préliminaire, et au juge d'instruction, de prendre tous les moyens d'investigation nécessaires à la recherche de la vérité, dont celui-là. Mais, deux personnes mises en examen ont fait un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui a rendu une décision qui est modérée. Je connais un tout petit peu la jurisprudence de la Cour européenne, puisque je suis membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, je suis ces questions au Conseil de l'Europe, qui est modérée. Elle dit que le procédé de géolocalisation ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention, à condition que la mesure soit subordonnée au respect de conditions, limitée à des circonstances particulières, qu'elle soit employée alors que d'autres techniques ne sont plus possibles. Voilà. Mais elle s'arrête là. Et au vu de cet arrêt, deux personnes mises en examen en France ont saisi la Cour de cassation, qui a rendu deux arrêts semblables le 22 octobre 2013. Ces deux arrêts posent problème et m'interrogent. Car la Cour de cassation est allée tout de même plus loin que la Cour européenne des droits de l'homme, beaucoup plus loin. Alors j'entends dire ici ou là par des magistrats de tous grades, de tous horizons, qui bêlent partout, qu'il faut garantir l'unité de la magistrature. Très bien.
Moi aussi, je suis très partagé sur ce point, mais disons que je suis favorable à l'unité de la magistrature. Et que tous les magistrats qui passent par la même école, qui ont le même recrutement, sont égaux, qu'ils soient magistrats au siège ou magistrats au parquet. Ce sont des magistrats. Malheureusement, pour des raisons qui m'échappent, ou plutôt que je subodore trop, la Chambre criminelle de la Cour de cassation n'a pas suivi les réquisitions du ministère public et a cru bon d'en rajouter par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme et de dire, en toutes lettres, les membres du parquet ne sont pas des juges. Elle a joué sur l'ambiguïté des termes et des traductions des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui parlent toujours de magistrats. Pour elle, les magistrats sont des juges. En France, les magistrats du parquet ont un statut spécifique. Nous y tenons. Nous avons essayé de faire voter une loi constitutionnelle, mais nous allons peut-être y revenir pour garantir encore plus l'indépendance de ces juges par rapport au pouvoir politique, de ces magistrats, plutôt de ces procureurs. Bon, on peut passer d'un poste au parquet à un poste au siège, et vice-versa. Mais la Cour de cassation a jugé que le parquet n'était pas des juges, et que donc, elle a annulé la procédure en question. Cet arrêt a provoqué, je dois le dire, au sein des membres du parquet, que j'ai rencontrés au cours des audiences solennelles auxquelles j'ai été invité, pas à Paris, parce que c'est réservé à des gens plus élevés que moi, mais en province, dans la cour d'appel dans le ressort duquel je suis, au tribunal de grande instance, vraiment une espèce de sidération. Il faut savoir que des procédures ont été annulées, ont été arrêtées. Des procédures qui concernaient des trafics importants, notamment entre des pays limitrophes de ma région et ma région. Et que les membres du parquet à qui parlaient autour du verre de l'amitié qui se tient après l'Assemblée générale m'ont dit « Mais enfin, monsieur le sénateur, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut plus employer ces moyens-là. » Alors que tous ceux que l'on recherche ou que l'on poursuit les emploient abondamment. Rassurez-vous, le gouvernement est particulièrement habile. La garde des Sceaux et le ministère de la Justice aussi. Un projet de loi est déposé, il va venir au Sénat et on va pouvoir donner au parquet la possibilité de permettre ces procédés de géolocalisation, soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, soit ensuite au juge d'instruction, et on permettra également, dans les cas d'urgence, aux forces de police d'anticiper sur l'autorisation du parquet. Les membres du parquet que j'ai interrogés m'ont d'ailleurs dit « Nous sommes joignables à tout moment et nous pouvons donner les autorisations tout de suite », comme ça se fait d'ailleurs pour les gardes à vue, y compris par fax, par mail, etc., etc. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes. Voilà la situation à laquelle le gouvernement répond, Madame la garde des Sceaux, et on vous en remercie. Ce texte paraît au groupe socialiste équilibré, puisqu'il entoure, il enserre ses moyens dans un certain nombre de conditions que d'ailleurs notre commission a, on verra tout à l'heure dans la discussion des amendements, a voulu préciser sur certains points notamment. Voilà. Donc, nous sommes bien sûr favorables à ce texte. Je rappelle que ce texte est un texte qui permet que les forces de poursuite, les autorités de poursuite, gendarmerie, police, parquet, puissent employer des moyens nouveaux, des moyens de police scientifique pour rechercher des délinquants suspectés, ou des délinquants supposés, ou des gens mis en examen, ou des gens d'ailleurs qui sont disparus et qu'on recherche. On voit ça à la télé tout le temps. Alors, est-ce que vous seriez content si on ne pouvait pas géolocaliser quelqu'un qui a disparu au fond d'une rivière, qui avait son portefeuille, etc., etc. Voilà. On pourra le faire, c'est très bien. Et donc, compte tenu des amendements adoptés par la commission des lois à une très large majorité, je dirais presque unanimité, sauf un certain nombre de nos collègues qui sont particulièrement attachés aux libertés individuelles de tous, quels qu'ils soient, je dois le dire, eh bien, le groupe socialiste votera ce texte. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Joëlle Garriaud-Maylam. Monsieur le Président,
Madame la Ministre, Monsieur le Président et rapporteur de la Commission des lois, mes chers collègues, ce projet de loi répond à une nécessité et à une urgence. Vous l'avez d'ailleurs souligné, Madame la Ministre. Les arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 octobre et du 19 novembre dernier ont créé un vide juridique et ont privé les enquêteurs de moyens d'enquête précieux pour résoudre des affaires allant de la grande criminalité au déplacement illicite d'enfants. Il était donc légitime de légiférer dans les meilleurs délais pour leur y redonner accès. Mais, et c'est un principe qui nous est cher ici au Sénat, rapidité ne doit pas être confondue avec précipitation. Ce projet de loi n'est pas une simple formalité juridique qui devrait rétablir un ordre perturbé par la Cour de cassation. Les enjeux en termes de protection de la vie privée des citoyens sont bien réels. La Cour de cassation a estimé que la géolocalisation de portables constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu'elle soit exécutée sous le contrôle d'un juge et pas sous le seul contrôle du parquet. La Cour, s'appuyant sur la jurisprudence européenne, a estimé également qu'en l'état, la géolocalisation violait l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui proclame le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. L'enjeu est d'autant plus important que la géolocalisation est en train de changer d'échelle. Marginale il y a quelques années, elle se systématise. Il y aurait environ 20 000 mesures de géolocalisation par an, grâce à la téléphonie, un chiffre qui aurait doublé en l'espace de seulement 3 ans. La géolocalisation par réquisition des données des opérateurs téléphoniques est en train de prendre le relais des écoutes judiciaires en bonne et due forme, dont le nombre est, lui, en chute. Le risque de dérive est réel et des garde-fous sont indispensables. En tant qu'élu responsable, membre de la Commission des Affaires étrangères et préoccupé des enjeux de sécurité à l'échelle internationale et nationale, je voterai bien sûr ce texte, car il apporte une indispensable base légale à des pratiques jusqu'ici trop peu encadrées. Mais je ne voudrais pas qu'il étende de manière inconsidérée et inavouée très subrepticement le champ légal de la géolocalisation. L'enjeu, tel que décrit dans l'étude d'impact, est de donner un cadre légal au suivi d'un téléphone portable ou d'une balise installée sur un moyen de transport. Mais le projet de loi va bien plus loin, en autorisant le suivi dynamique de n'importe quel objet, y compris les objets connectés, appelés à se diffuser massivement au cours des prochaines années. Vu la rapidité des progrès techniques dans ce domaine, je m'inquiète de cette formulation excessivement vague qui ouvre la porte à une surveillance bien plus étendue que celle dont on nous parle aujourd'hui. Je ne suis pas par principe opposée à l'utilisation de nouveaux objets comme mouchards, mais si cette possibilité est introduite dans la loi, je souhaiterais que cela soit fait dans la transparence à la suite d'un débat public et surtout pas en catimini. Autre point de rédaction qui m'inquiète, la possibilité de mettre en œuvre un dispositif de géolocalisation pendant 15 jours sans autorisation préalable d'un juge, ce qui se justifie pleinement en cas de flagrant délit ou d'urgence avérée, n'a pas à être étendu aux enquêtes ordinaires, me semble-t-il. J'ai donc déposé un amendement pour exclure ces enquêtes ordinaires du champ de la géolocalisation sans autorisation judiciaire. L'argument de la prévention ne peut suffire à légitimer l'extension de la géolocalisation extrajudiciaire lorsqu'il n'y a aucune urgence avérée. Le 6 décembre dernier, le Conseil national du numérique soulignait que la confiance était le socle sur lequel construire la société et l'économie numérique. Il appelait à l'organisation d'une large concertation sur cette question. Le vote en urgence d'une loi ne doit pas occulter ce débat. Il ne s'agit pas non plus de se prononcer une fois pour toutes sur les fondements légaux de la géolocalisation.
Étant donné l'évolution rapide des technologies de géolocalisation, il faudra probablement compléter à nouveau ce cadre légal. Dans ce contexte, il est indispensable de disposer d'éléments factuels précis quant à l'ampleur du recours à ce dispositif et quant à son efficacité, d'où la nécessité d'un rapport annuel au Parlement, en faveur duquel j'ai également déposé un amendement. Il ne s'agit pas de tomber dans la paranoïa, mais d'offrir des garanties procédurales suffisantes pour éviter les dérives en matière de surveillance des données personnelles. Ce débat, initié à l'occasion du vote de la loi de programmation militaire, a été trop rapidement éludé. Ne commettons pas cette même erreur une deuxième fois en votant une loi fourre-tout sans garantie susceptible d'autoriser dans le futur des pratiques que nous ne soupçonnons pas aujourd'hui. L'enjeu est aussi économique. Les entreprises high-tech américaines l'ont bien compris, elles qui demandent à Barack Obama une réforme moins cosmétique de la NSA pour mieux garantir la confidentialité des données et ainsi éviter une perte de crédibilité à l'international. Ne pensez-vous pas qu'il y a en France une contradiction à faire du développement des objets connectés une priorité du redressement productif, tout en votant une loi qui placera ces derniers dans une zone de flou juridique ? Pour beaucoup, les questions de surveillance des données personnelles relèvent encore de la science-fiction, ne suscitent qu'indifférence. Le scandale de la NSA a récemment laissé entrevoir l'ampleur des enjeux. Prenons garde à ne pas accepter un cadre légal trop lâche qui légaliserait des pratiques douteuses sur le plan du respect de la vie privée. À l'heure du big data, le progrès technologique nous obligera de toute façon à ajuster à nouveau la législation d'ici à quelques années. Au lieu de signer un blanc-seing, dotons le Parlement des outils d'information qui lui permettront de pouvoir rapidement et régulièrement exercer une fonction de contrôle sur ces pratiques de géolocalisation. Merci de votre attention. Merci, ma chère collègue. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de... Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite faire une remarque brève à cet instant du débat. Elle s'adresse à Madame Hélène Lipietz. Ma chère collègue, vous avez déclaré que l'article 20 de la loi de programmation militaire portait atteinte aux libertés individuelles. Vous l'avez dit. J'ai donc l'honneur de vous demander de bien vouloir m'indiquer, par rapport au droit existant, qui a été constitué par la loi de 91 que vous connaissez et par la loi de 2006 que vous connaissez également. Quel paragraphe, quel alinéa et quelle phrase de l'article 20 de la loi de programmation militaire porte atteinte aux libertés personnelles ? Merci, Monsieur le Président. Oui, mais en principe, je n'ai pas mon texte sur les yeux. Ce que j'ai dit, je crois bien d'avoir lu que l'article 20 de la loi de programmation militaire avait posé des questions et j'ai même ajouté, en dehors de mon texte, enfin du texte que je lisais, que je savais bien qu'il ne s'agissait pas de la même procédure, puisque dans un cas, la loi de programmation militaire, c'est une procédure administrative qui effectivement a été reprécisée par cet article 20 qui existait antérieurement depuis 91 ou je ne sais plus quelle loi, et la loi que nous sommes en train de discuter aujourd'hui. Ces deux articles qui arrivent l'un après l'autre ont bouleversé, peut-être à tort, mais certainement à raison, les citoyens, parce que effectivement, nous sommes en train de nous rendre compte, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, que de plus en plus, notre vie privée peut être espionnée. Ça ne veut pas dire qu'elle est bien espionnée ou elle est mal espionnée à tort ou à raison. Ça veut simplement dire qu'il y a effectivement une angoisse chez les citoyens et qu'il est de notre devoir en tant qu'élus d'en prendre compte. On m'a dit aussi que les libertés individuelles des uns étaient peut-être plus fortes que celles des autres, notamment que j'aurais protégé les libertés individuelles des
des délinquants face aux honnêtes citoyens. Je dis non, ça ne se il n'y en a pas plus ou moins. Ce sont les libertés individuelles. Ces deux textes mis côte à côte posent des problèmes qui, aujourd'hui, inquiètent profondément les citoyens et j'en suis le relais, quand bien même cela peut être à tort. Merci, Madame Lipietz. Monsieur le Président, mais la discussion générale est close. Hein, je vous remercie. On rentre pas dans ce débat. Je vous remercie, Monsieur le Président, mais vous savez que le Président, comme le rapporteur, peuvent intervenir à tout moment. C'est conforme à notre règlement. Rassurez-vous, Monsieur le Président, je ne serai pas long. Mais je veux dire à Madame Lipietz, pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie, elle le sait bien, que je ne suis pas d'accord avec la confusion qui a présidé à sa réponse. Pourquoi ? Premièrement, il y a des angoisses, des inquiétudes tout à fait légitimes et il y a de gros problèmes, je l'ai dit moi-même, par rapport à la pratique d'un certain nombre de services de renseignement, par rapport au champ que constitue Internet, le numérique et la protection des libertés. Monsieur Snowden l'a montré avec éclat et j'ai dit moi-même que nous n'étions pas rassurés par les déclarations récentes du président Obama, même si elles concernent un certain nombre de points qui peuvent être considérés à certains égards comme des avancées. Peuvent être considérés à certains égards. Mais certains autres points ne nous rassurent pas. Je l'ai dit tout à l'heure à la tribune. Mais il y a une question très claire. Cette loi ici est différente de la question de la loi de programmation militaire. Dans un cas, il s'agit de dispositions d'ordre administratif. Ici, il s'agit de dispositions d'ordre judiciaire. Revenons sur les dispositions d'ordre administratif. Je dis, et on peut tout à fait faire tous les commentaires et on peut propager tout ce que l'on veut, ce qui est vrai et ce qui est faux étant mêlé. Mais que si vous prenez la loi de 91 et la loi de 2006 et que vous regardez cet article 20, il n'y a pas une ligne, et d'ailleurs vous n'avez pas cité une ligne, hein, pas une ligne qui constitue une régression. Quand on dit que pour la géolocalisation en matière administrative, on part d'un dispositif qui est purement du domaine du ministre de l'Intérieur à un dispositif qui est de la responsabilité du Premier ministre avec demande écrite, réponse écrite, etc., que l'on renforce les prérogatives de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, que pour les FADET, on va rigoureusement dans le même sens, il n'est pas possible de dire que c'est une régression en termes de liberté. C'est un progrès dans l'ordre administratif. Ici, ce sera un progrès dans l'ordre judiciaire. Ces deux progrès étant établis, il reste encore beaucoup de problèmes à traiter. Et à cet égard, j'ai moi-même appelé de mes vœux une nouvelle grande loi sur l'ensemble du champ. Et je vous annonce d'ailleurs que nous allons organiser au Sénat une journée de travail entière qui sera complètement publique sur ce sujet. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, il y a beaucoup de problèmes, mais je réagis parce qu'un apport, un acquis du Sénat et de l'Assemblée nationale ne peuvent pas être balayés au nom que certaines personnes font campagne pour faire dire à ce texte ce qu'ils ne disent pas. Excusez-moi d'avoir pris quelques minutes, Monsieur le Président, mais il m'est apparu nécessaire de faire cette mise au point. Merci, Monsieur le Président. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la Commission. Et à l'article 1er, il y a une demande de parole de Madame Nathalie Goulet. Oui, Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, je vais aller vite. Simplement, je pense, Monsieur le Président de la Commission des lois, que l'annonce que vous avez faite est plus que nécessaire, tant il y a d'inquiétudes sur ces sujets touchant aux libertés et à l'Internet, aux droits de la presse et à Internet. On voit bien qu'on est en ce moment à la jonction d'une évolution que nous ne maîtrisons ni les uns ni les autres. J'espère que vous ouvrirez vos travaux aux membres des autres commissions qui ne sont pas ceux de la Commission des lois.
Voilà, pour que nous puissions aussi bénéficier et participer. Alors, en fait, on parle de géolocalisation chaque fois qu'on ouvre notre téléphone, puisque chaque fois qu'on ouvre une application, on nous demande si on veut être géolocalisé. Le texte qui arrive donc après la loi de programmation militaire a accentué un certain nombre de soucis. Je vous le dis tout de suite, Madame le garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des lois, je n'ai pas du tout le sentiment que vous soyez ni l'un ni l'autre liberticide. Et moi qui n'ai pas voté les LOPSI sous un autre régime, je pense que là, on n'est pas exactement dans les mêmes dispositions, puisque en fait, vous encadrez juridiquement des dispositions qui ne l'étaient pas jusque-là. Alors, je voulais simplement... Nous quittons l'hémicycle du Sénat, mais nous reviendrons plus largement sur les enjeux de ce projet de loi relatif à la géolocalisation dans 24 heures Sénat. Le journal, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. La géolocalisation est-elle compatible avec les libertés individuelles? Le Sénat s'empare du débat avec l'examen d'un projet de loi pour encadrer cette technique utilisée par la police et la justice dans les affaires de grand banditisme.